Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. C'est un journaliste passionné de politique. Il a la particularité, on peut dire, de prendre de la hauteur sans jamais nous regarder de haut, alors que les émissions de débat sont aujourd'hui plutôt, on va dire, tendance à se transformer en véritable ring de boxe. Il a décidé de faire le pari, lui, au contraire, de discuter politique sans forcément se crêper le chignon en direct. C'est un défi qui a été largement relevé avec des audiences à la clé. C'est tant et bien que le service public lui a décidé de lui confier les rênes d'un nouveau rendez-vous, un magazine quotidien où des intellectuels, des personnalités de la société civile nous permettent de mieux décrypter, déchiffrer l'actualité. Karim Rissouli, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je rappelle, c'est politique. Chaque dimanche, le rendez-vous à 18h35. Il faut être précis sur les horaires sur la chaîne France 5. Mais depuis aussi le 25 janvier, vous incarnez C'est ce soir. Là, c'est une quotidienne du lundi au jeudi à 22h30 sur France 5. Toujours une émission de débat où vous approfondissez l'actualité en compagnie, on va dire quoi, d'intellectuels, société civile. Intellectuels, artistes. Société civile. Alors c'est moins politique que c'est politique, il y a plus une dimension culturelle. D'ailleurs, on est sous l'unité culture de France Télé. Mais voilà, c'est le rendez-vous où les intellectuels, les artistes, mais pas que, peuvent venir échanger, débattre et prendre le temps avec nous. Voilà. Alors on a fait un petit calcul, vous passez donc de 1h10 à près de 6 heures d'antenne hebdomadaire sur France 5, le burn-out n'est pas loin? Oui, regardez-moi bien. Le burn-out n'est pas très loin, mais je me soigne pour l'instant. C'est un rythme à prendre. Pour le coup, avant, j'avais 2h30 avant, parce que j'avais les deux parties de ces politiques. J'ai lâché la deuxième partie que Thomas Negaroff anime maintenant. Mais c'est vrai, du coup, j'avais pas fait le calcul. Mais c'est plus compliqué à gérer? Je suis devenu un peu un cumulard. Bravo. Et j'en suis pas hyper fier. Mais je voulais absolument pas lâcher ces politiques en cours de saison. Voilà, on a commencé le 25 janvier et puis on fera le bilan cet été. Mais est-ce que ces deux rendez-vous se nourrissent l'un l'autre ou pas du tout? Si, ils se nourrissent parce que, étant dans le quotidien, forcément, ça nourrit aussi ma façon de travailler l'hebdomadaire. Mais je dirais que même sur le plan de la présentation pure, je suis peut-être plus détendu dans ces politiques aujourd'hui qu'hier. Parce que dans C'est ce soir, qui est une émission plus détendue, je suis avec quelqu'un comme Laura Adler, avec qui on peut plaisanter. Quand je reçois Booba, c'est dans C'est ce soir, c'est pas dans ces politiques. Donc j'ai des invités aussi. Notion d'accueil un peu plus. Oui, il y a plus de notion d'accueil dans cette émission-là, donc c'est aussi quelque chose que moi j'avais pas forcément mis en place dans ces politiques, et du coup je me sens un peu plus détendu. Puis j'ai pas genre mon émission du dimanche, j'en ai une tous les jours, donc voilà, il y a peut-être moins d'enjeux dans chacune de ces émissions. Un agenda bien rempli. Nous sommes en direct avec Karim Rissouli sur Figaro Live, je rappelle diffusé sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Comment trouvez-vous, Karim, dans ce nouvel exercice? Faites part de vos réactions, parce que également vous suivez son émission et son rendez-vous politique du dimanche. Dites-nous tout. Et en attendant, on va retrouver Damien Canives pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Karim. Bonjour. Alors on démarre traditionnellement, Karim, cette news média du jour par les audiences télé de la veille. Exactement, alors si on prend en considération cette fois-ci la part d'audience des chaînes, c'est M6 qui caracole en tête des audiences avec un nouveau numéro de Top Chef. Ce concours culinaire animé toujours par l'excellent Stéphane Rothenberg a rassemblé 3,5 millions de gourmands, ce qui représente 17,7% du public, quasiment à égalité avec M6. On retrouve France 2 qui diffusait le long métrage Les Chatouilles. TF1 signe une stabilité assez déconcertante sur une semaine avec la 3e saison de The Resident. La série médicale a rassemblé plus de 3 millions de fidèles. Et enfin, on termine avec cette 4e chaîne de France. Il s'agit de France 3 avec un nouveau numéro de Faut pas rêver. La présentatrice Carolina de Salvo explorait l'Ardèche, cette fois-ci en compagnie de 2 millions de voyageurs, soit 8,7% de part d'audience. Une belle région. Avec Les Chatouilles, le service public s'est emparé d'un sujet douloureux hier soir sur le thème des violences sexuelles sur mineurs. On voit que la parole se libère aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'à peu près tous les sujets un peu dans le sillage de MeToo, c'est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui? Oui, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, que la parole des victimes d'inceste, de pédophilie, de crimes sexuels en général se libère, je trouve ça formidable. Après, il faut évidemment que ça reste dans le cadre de la loi. On voit, il y a pas mal d'affaires en ce moment qui sortent. Je suis très sensible, et je pense qu'on devrait tous on est tous journalistes, à la notion de tribunal médiatique. Et la présomption d'innocence. Et à la présomption d'innocence. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Il y a deux sujets. Je pense qu'il y a la présomption d'innocence qu'on doit absolument respecter. On ne le fait pas toujours. Et puis il y a, je pense, quand on s'est trompé, ou quand on a un peu traîné quelqu'un dans la boue et qui s'avère innocent, je pense qu'on ne le dit pas assez. Et ça,
c'est un grand combat que j'aimerais mener. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas suffisamment de place. Mais par exemple, pour parler d'autre chose que de crimes sexuels, quelqu'un comme Thierry Solaire, homme politique, anciennement proche de Nicolas Sarkozy, qui est avec Emmanuel Macron aujourd'hui, dans sa majorité, il a été accusé pendant des mois et des mois d'affaires frauduleuses. Toute la presse en a parlé. Il a été totalement innocenté, c'était un coup monté. Je pense que 1% de ceux qui en avaient parlé ont dit que c'était un coup monté. Et je pense qu'on devrait presque avoir une rubrique dans les journaux ou dans nos émissions pour pouvoir y parler de ceux qui ont été innocentés quand ils ont été très dans la boue, à tort. Donc voilà, il y a PPDA en ce moment, dont on parle beaucoup. Je pense que c'est normal qu'on relaie ce qui se passe autour de PPDA. Je n'ai pas de sujet avec ça. En revanche, s'il s'avère que tout ça est faux dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il faudra qu'on le dise avec la même force. C'est cet équilibre-là qu'on doit trouver, à mon avis. On enchaîne avec un sujet plus léger, ces infomédias, avec une nouvelle émission de divertissement qui devrait bientôt arriver sur TF1. Exactement. Alors, la première chaîne de France a officialisé hier qu'elle avait acquis les droits de Marble Mania. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Marble Mania, je vais vous expliquer le concept. C'est un programme familial où 3 célébrités s'affrontent lors d'un spectacle de billes. Alors, c'est vrai que c'est assez déconcertant. En principe, chaque tour commencera par une épreuve d'adresse, c'est-à-dire du bowling, ça peut être un mini-golf, ça peut être aussi un combat de pétanque, le tout toujours avec des billes. La seconde manche s'articule quant à elle autour d'une course de billes où la vitesse est évidemment primordiale, mais on ne va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de chance dans cette histoire, parce qu'il n'y a pas évidemment des stratégies particulières avec les billes. Et enfin, la chaîne promet une finale explosive avec pas moins de 6000 billes sur la piste. Alors peut-être que la société de production d'Arthur, Satisfaction, qui a récupéré les droits et qui est chargée d'adapter le programme en France, va modifier les règles, va les adapter, va les ajuster. En tout cas, le concept paraît, c'est vrai, assez fou, mais pour avoir vu quelques images de la version hollandaise, je peux vous assurer qu'on se prend vite au jeu. Les images sont très belles. Comment ? Alors, en réalité, vous avez des billes, et puis on joue aux billes, c'est ça. On retourne dans la cour de récréation, c'est vraiment la promesse de cette émission, et ça a cartonné, parce qu'en Hollande, ça a été lancé il y a à peu près 8 semaines, et les audiences sont assez fulgurantes, 1,4 million de curieux rien que pour le lancement, et on rappelle quand même, aux Pays-Bas, c'est 17 millions d'habitants. Donc c'était vraiment un succès. Et c'était sur la chaîne de John de Mol. John de Mol, on rappelle, qui est à l'initiative quand même de Big Brother. De nombreux formats internet déclinés dans le monde. Bon, on ne va pas vous demander si vous jouez aux billes, Karim, j'imagine comme de tous. Mais je crois que je jouais plutôt super bien aux billes, moi, dans la cour de récré. Un candidat potentiel. Ouais, j'avais un bon style, mais il faudrait que je m'y remette. Plus sérieusement, vous connaissez comme journaliste politique, ça vous tenterait un jour une incursion dans le domaine du divertissement, d'aller vous frotter un présentateur, animateur? Je dirais, je dis non à rien en général, par principe, mais je pense que d'autres sont meilleurs que moi pour ça. Donc, pour le coup, j'ai le sentiment vraiment d'être à ma place aujourd'hui. Et avec ce soir, justement, il y a aussi une dimension d'animation, et pas uniquement de présentation, de journaliste-présentateur. Donc, j'ai le sentiment de le faire un peu déjà. Après, du jeu télé ou du divertissement pur, je pense qu'il y en a qui sont super forts. Et voilà, pour l'instant, je me sens vraiment à ma place. Chacun à sa place. On termine ces news médias, Damien, avec PETA qui a adressé, l'association PETA, a adressé un courrier à TF1. Exactement, l'association de défense des animaux n'a pas apprécié certaines scènes diffusées dans la 22e saison de Koh-Lanta que Denis Brognard a lancé vendredi dernier sur TF1. L'organisme s'est indigné qu'Arnaud, l'un des aventuriers, ait piétiné une murène lors d'une session de pêche pour nourrir son camp, parce que c'est le principe de Koh-Lanta. Alors PETA parle d'actes de cruauté envers les animaux et dénonce, je cite, des pratiques intolérables envers des êtres sensibles qui ressentent la peur et la douleur. L'association demande donc à la direction de TF1 de ne pas diffuser ce genre de séquence d'une telle barbarie, selon elle. Ce n'est pas la première fois que TF1 se retrouve dans le viseur de PETA, puisque en 2017, l'organisme avait regretté que la production de Danse avec les stars fasse venir un loup sur le plateau le temps d'une chorégraphie. Et finalement, comme cette émission avait été enregistrée, TF1 avait décidé de jeter cette séquence à la poubelle pour éviter de susciter une indignation. Et là, TF1 a répondu ou pas? Et là, TF1 n'a pas répondu pour l'instant. Mais bon, on attend une réponse. Alors, entre les associations de défense des animaux, les militants, on va dire, antiracistes, les identitaires, les écologistes, j'en passe et des meilleurs, les anticapitalistes, on ne vit pas dans un monde qui devient, ça devient très compliqué de ne pas susciter de la polémique, de la controverse à la télé? Il y a effectivement la société qui est en ébullition, effectivement, et puis il y a aussi la télé qui cherche le clash en permanence. Donc, j'ai pas dit le buzz. L'équilibre, l'équilibre est compliqué. Non, l'équilibre est compliqué. Je pense qu'on peut parler de tous ces sujets-là sans, je l'ai déjà dit, mais sans donner des gants de boxe à droite et à gauche et dire allez-y, tapez-vous dessus. Le pari que moi j'essaye de faire dans mes émissions, pour le coup qu'on essaie de faire parce que je suis loin d'être seul, c'est justement d'en
appelé à la réflexion, à la nuance. Et je pense qu'on peut parler de tous ces sujets-là, évidemment, de racisme, de féminisme, d'écologie, du parti animaliste ou autre. Et on peut le faire sans se mettre dessus, comme on dit, pardon, et en essayant à la fin d'être plus intelligents tous ensemble, d'avoir évolué dans nos arguments. Enfin voilà, je pense qu'on peut parler de tout. La question, c'est comment on en parle. On va justement poursuivre cet entretien avec vous. Merci Damien avec pour plaisir, les news médias. Et on fait tout de suite l'interview du Buzz Télé avec Karim. C'est ce soir donc, c'est le nouveau magazine que vous portez en compagnie de plusieurs journalistes chaque jour, du lundi au jeudi à 22h30 sur France 5, un programme dans lequel vous recevez des philosophes, des sociologues, des écrivains, afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons. Est-ce que d'une certaine manière, on peut dire, vous considérez un peu comme le nouveau Frédéric Tadei de France Télévisions? C'est beaucoup d'honneur déjà. On parle depuis le lancement de l'émission de la filiation avec Ce Soir ou Jamais. D'abord, ça s'appelle C'est ce soir. Ce Soir ou Jamais. Le clin d'œil, moi je l'assume totalement. C'est une émission que j'adorais, que je regardais beaucoup. Après, moi je ne suis pas Frédéric Tadei, je suis Karim Rissouli, je suis désolé. Donc il y a une part d'influence de Frédéric Tadei, mais moi j'ai aussi adoré des émissions que j'ai revues après, qu'on m'a fait découvrir comme Radioscopie par exemple. Parce que moi, chez Tadei, il y avait 6-8 personnes qui étaient là et ça débattait davantage que dans C'est ce soir. Moi, l'ambition de cette émission, c'est aussi de prendre le temps avec une personnalité. On a 35 à 40 minutes avec le premier invité avant de passer au débat. Et donc, il y a un côté un peu Radioscopie, peut-être, version 2021. Il y a le côté inspiration de Tadei, mais il y a aussi l'affiliation du Cercle de Minuit dans lequel il y avait justement Laura Adler et Michel Field. Enfin voilà, j'essaie de me nourrir un peu de tout ce qui s'est fait avant et d'avoir mon propre style. Voilà. Donc, Alors, on rappelle, l'émission sur Rendez-vous est arrivée le 25 janvier à l'antenne, donc c'est-à-dire complètement en cours de saison. Qu'est-ce qui a motivé France Télévisions de lancer ce nouveau programme à ce moment-là? C'est que la rentrée de France Télé s'est faite au mois de janvier cette année, puisque Stéphane Sidbon-Gomez a pris les rênes de tout le programme de France Télévisions à l'été, quand Delphine Ernotte a été renouvelée. Donc la rentrée s'est faite en janvier et pas en septembre cette année. Donc France Télé nous a demandé de lancer ce programme à ce moment-là. On aurait pu attendre le mois de septembre, mais c'est pas un avantage de lancer une émission en cours d'année, parce que c'est plutôt de s'installer. En revanche, c'est un avantage si on se dit on a 6 mois pour se mettre bien en chauffe, s'installer, et puis rendez-vous en septembre pour le deuxième lancement. On prend date. Damien, première réaction ou question des internautes qui nous suivent? Effectivement, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On salue Justine, Samira, Naïs qui était également avec nous. Et puis on va prendre une question de Maurice qui souhaite savoir pourquoi dans les émissions politiques, on a souvent l'impression que les journalistes ne mettent pas vraiment, entre guillemets, les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a une certaine frilosité? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une certaine pudeur dans les émissions politiques? Est-ce qu'on fait attention? Ne pas mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire ne pas rentrer assez dans les entrer dans l'art. Dans l'art, oui, c'est ça. Je crois pas. Moi, je pense que quelqu'un comme Léa Salamé, qui anime l'émission politique de France 2, elle fait totalement ce travail, elle fait le job. Pour le coup, alors moi, je ne reçois pas d'hommes et de femmes politiques. Donc, oui, c'est vrai, c'est votre particularité. On reçoit des intellectuels, des artistes, etc. Donc, mon but n'est pas de leur rentrer dans l'art. Mon but, c'est d'essayer d'aller tirer quelque chose de l'invité en face. Je ne considère pas mon métier, moi, comme un match de boxe, encore une fois. Mais certains le font extrêmement bien. Moi, je pense que si vous venez dîner chez moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du repas, j'ai appris plein de choses de vous, qu'on ait avancé ensemble, qu'on soit plus intelligent à la fin qu'au début du repas, qu'on soit marré. Enfin voilà, c'est ça l'idée des émissions qu'on fait. J'ai pas envie de gagner le match. Voilà. Donc, parce que pour moi, il n'y a pas à avoir un match. Ce qu'il faut, quand on reçoit un invité, je ne fais pas l'émission pour moi. Je fais l'émission pour ceux qui nous regardent. Et je pense que je prends le pari que ceux qui viennent regarder les émissions que je fais ont plutôt envie qu'on s'adresse à leur intelligence plutôt qu'à leurs émotions pures. C'est un peu anticonformiste, ça, justement, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision, de ne pas rechercher justement la petite phrase qui va être reprise sur les réseaux sociaux, qui va rebondir dans une nouvelle émission sur laquelle l'animateur va à nouveau rebondir sans fin. Oui, mais en tout cas, c'est disruptif, diront certains même. Certains, peut-être qu'à l'Élysée on dit ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça marche aussi.
on prouve aussi avec ces politiques depuis bientôt 5 ans maintenant qu'on peut faire une émission comme celle-ci et trouver son public. Aujourd'hui, il y a en moyenne 1 million de téléspectateurs devant ces politiques. C'était inimaginable quand on a lancé l'émission. 28 minutes pour parler des autres, qui est sur Arte, avec Elisabeth Quint, c'est exactement le même modèle d'ambiance en tout cas. Et ça marche extrêmement bien. Alors ça met peut-être plus de temps à s'installer, parce qu'effectivement, il n'y a pas la petite phrase qui rebondit à droite à gauche, mais peut-être qu'on s'installe plus durablement. Donc voilà, nous on est en tout cas très fiers de ça. On peut dire aussi que c'est le luxe d'une chaîne comme France 5 Bien qui sûr. laisse du temps justement à ce type de programme, ce concept de s'installer dans la durée. Exactement. C'est non, mais c'est la double durée. C'est qu'on a le temps avec nos invités. C'est quand même un luxe hallucinant. Quand je vous dis que je peux parler 35 minutes avec un invité, j'avais un académicien, historien hier, Pascal Horry, j'ai parlé 35 minutes avec lui. Nulle part ailleurs, je pourrais faire ça. Et il y a aussi le luxe de pouvoir s'installer dans la durée, effectivement, et de ne pas être sous la tyrannie de l'audience, pour le coup. Et comment s'opère le choix justement des invités que vous recevez? On essaie de faire, c'est une grande... Une tambouille? Une grande tambouille. On essaie d'avoir... ce soir, on a un généticien, Axel Kahn, hier on avait un historien, on avait Booba, rappeur, il y a 15 jours. Donc là, je me dis, voilà, on a 2 intellectuels, un artiste, peut-être qu'il nous faudrait un romancier. Voilà, on essaie du coup d'avoir un équilibre d'invités, en termes de nature d'invités. Vous avez eu Michel Bussy, évidemment, je crois déjà, non? Michel Bussy, qui est un des auteurs les plus populaires de France. Et ça aussi, ça montre bien ce qu'on veut faire. Pour nous, un romancier, c'est pas uniquement quelqu'un qui va gagner le prix de Flore ou le prix Goncourt. C'est aussi quelqu'un comme Michel Bussy qui vend 850 000 livres par an. Et que les journalistes parisiens connaissent souvent très peu. Mais c'est quelqu'un, on a fait une émission formidable. Et en plus, c'est un type qui était géographe dans une première vie, spécialiste de la carte électorale, et qui aujourd'hui vend 850 000 livres par an. Moi, j'adore, j'ai une chance incroyable de rencontrer ces gens-là. Voilà. Raconter de belles histoires. Ouais. Damien. Allez, on va prendre une question de Camille sur Twitter qui aimerait savoir si ce n'est pas frustrant de parler politique sans recevoir de responsables politiques. Bah non, C'est Camille. vrai que vous les avez pas. Non, mais c'est un choix. C'est un choix. Et pour le coup, pour rassurer Camille, je l'ai beaucoup fait avant. Ouais. Moi, Sur France 2 notamment. Sur France 2, j'ai travaillé avec David Pujadas et Léa Salamé à l'époque. Face à des hommes et des femmes politiques. J'ai travaillé à Dimanche Plus avec Anne-Sophie Lapix sur Canal Plus avant. Je l'ai fait aussi, j'étais en service politique à Europe 1, donc je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et justement, un jour, j'en ai eu marre. J'ai eu envie d'adresser la politique différemment. Pourquoi vous en avez eu marre? Peut-être pour des raisons perso. Je pensais que il n'y avait pas assez de sens, peut-être à mon métier. Mais ça, c'est personnel, je ne veux pas juger les autres. Et puis je pense que la politique, ça appartient à tout le monde. Et pas uniquement aux hommes et aux femmes politiques. Je pense que tous les Français adorent la politique. Mais le mot est peut-être un peu mal compris ou galvaudé, mais la politique, elle est partout. Quand on parle d'animaux, de droits des femmes, d'antiracisme, de 5G, enfin, tout ça, c'est de la politique. Et même la culture, c'est de la politique, on le voit en ce moment. Donc je pense que la politique, elle est partout. C'est la vie de la cité. Donc moi, maintenant, je fais des émissions que je dirais plutôt sociétales, plus que politiques. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Donc non, j'ai aucune frustration. Vous aviez participé, justement, vous en parliez tout à l'heure avec Léa Salamé à l'émission politique, qui aujourd'hui, vous avez la parole. Ce changement, le fait, c'est de votre fait, depuis y participer, ou c'est le concept qui a changé? Non, c'est de mon fait. Vous ne vous retrouvez pas? C'est de mon fait. Quand Léa Salamé a repris les rênes, elle m'a proposé de continuer avec elle. Mais moi, j'étais en période d'installation de ces politiques. Et j'avais vraiment envie de montrer que ce que je voulais faire, c'était ces politiques et de pas brouiller les pistes, justement. Alors, un des endroits où les avis tranchés fusent à toute vitesse, c'est sur le plateau notamment de Pascal Praud, sur CNews. En février dernier, il a proposé une émission sur l'islamo-gauchisme. Et selon lui, les spécialistes qui critiquent ce concept sont interdits d'antenne sur le service public. Et il vous avait glissé un petit tacle sans vous nommer, je crois. Ouais. Je le cite, « Je peux vous faire le programme tous les soirs d'une émission que je commence à regarder sur France 5 à 22h30. C'est de la propagande. » Est-ce que c'est ce soir, c'est de la propagande? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? C'est de la propagande pour la culture, pour le monde des intellectuels. Bien sûr, ça, si c'est ça, pas de problème. Non, mais d'abord, moi, je voudrais dire merci en le regardant dans les yeux à Pascal Praud. Parce qu'il a été notre formidable attaché de presse. À ce moment-là, on était en cours d'installation. Il a parlé de nous. Il dit qu'il nous regarde, donc merci Pascal. Moi, je ne connais pas Pascal Praud. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et donc, voilà, moi, j'évite de parler des gens que je ne connais pas, déjà. Et puis, évidemment que ce n'est pas de la propagande. Alors, je n'ai pas compris d'ailleurs cette sortie de Pascal Praud. On a parlé d'islamo-gauchisme, on en a parlé sur le plateau et tous les courants étaient représentés. En plus, c'est très bizarre parce que ça ne correspond à aucune réalité. On peut évidemment nous faire des reproches et je serais ravi d'en discuter un jour avec lui. Mais sur ce point-là, je n'ai pas compris l'attaque, donc je l'ai pris comme un hommage d'abord et comme une façon de faire de la pub à C'est ce soir.
Je vais les remercier. Damien, une réaction ou une question? D'autant qu'il est effectivement beaucoup sur le créneau de la bien-pensance, et vous la regrettez aussi, cette bien-pensance-là. On l'a vu hier, notamment sur le plateau, où vous disiez qu'aujourd'hui, la censure ne s'exerçait plus par le gouvernement, mais par la société. C'est aussi la preuve qu'il n'y a pas de propagande dans cette émission. Hier, pour aller dans votre sens. Non, mais c'est intéressant. Hier, on recevait Coco. Coco, c'est la dessinatrice de Charlie Hebdo, qui est une des survivantes de l'attaque. C'est elle qui a tapé le code quand elle avait le flingue des frères Kouachi sur la tempe. Enfin, c'est une victime justement de l'islamisme, Coco. On lui a consacré 25 minutes hier, on en a parlé avec énormément d'émotion et de profondeur. Et oui, on avait Pascal Horry qui est académicien et qui est aussi spécialiste de la caricature et qui rappelait que maintenant c'est la société qui s'auto-censure. Ouais. Moi, c'est pour ça, et c'est comme si moi j'avais besoin de donner des brevets, peut-être parce que je m'appelle Karim, peut-être, je sais pas, et de dire oui, je suis pour la liberté d'expression, oui, je suis pour le droit au blasphème, oui, je suis pour le droit à la caricature, oui, je pense qu'on doit parler d'islamophobie comme d'islamo-gauchisme. Enfin, là, on parle de tout sur nos plateaux. Donc voilà, donc oui, on parle de tout et merci de le souligner. C'est dit. Alors, présenté toujours, le magazine, on en a parlé, C'est politique, chaque dimanche à 18h35 sur France 5. Vous y recevez aussi des intellectuels pour décrypter l'actualité politique qui a ponctué la semaine. Entre les procès de Nicolas Sarkozy, à rebondissement en ce moment d'ailleurs, et la crise du Covid, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres sujets ? C'est compliqué, c'est une vraie réflexion qu'on a toutes les semaines. Mais d'ailleurs, ce matin, je me réveillais, comme tous les matins, bien sûr, et je me disais, on va assez peu parler Covid, par exemple, ce dimanche. Et je me disais, est-ce qu'on a raison ? Vous voyez, cette réflexion, elle est permanente. Parce qu'on va parler Covid, mais sous un angle psychiatrique, puisqu'on a une immersion assez dingue dans un hôpital psychiatrique pour enfants, pour voir les conséquences de la crise sanitaire sur le psychisme des enfants. On a un reportage incroyable sur les zones anti-homosexuelles en Pologne. Donc voilà, vous voyez, on est très très loin là de l'actu. Jean Castex qui va parler ce soir et qui va nous dire confiné, pas confiné. Donc on va en parler, on a des formats pour ça, la semaine Paul et puis des chroniqueurs. Mais je me pose effectivement la question, je pense qu'on arrive à ne pas parler que de Covid, et en même temps, à chaque fois qu'on ne le fait pas, on prend un mini-risque. Parce que ce week-end, c'est possible que les gens qui regardent ces politiques aient envie de se dire où est-ce qu'on en est, à quelle sauce on va être mangé, comment ils vont analyser la séquence sanitaire de la semaine. Bon, on va le faire, mais pas que, parce qu'il ne faut pas que... Sinon, on ne va parler de Covid que pendant 2-3 ans encore, parce que le virus n'est pas encore parti. Donc, Damien ? Alors justement, on va prendre une question de Thomas. Vous parliez de Jean Castex et récemment, on a beaucoup aussi parlé de lui parce qu'il est arrivé sur Twitch. Il a répondu à l'invitation de Samuel Etienne, tout comme François Hollande juste avant lui. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des politiques sur cette plateforme qui, on le rappelle, à la base était réservée aux gamers, Alors moi, je ne vais pas sur Twitch. Je ne suis pas un gamer, mais je trouve ça super. Alors, je ne sais pas ce que les membres de Twitch, ou les utilisateurs de Twitch en pensent, mais moi, je trouve ça super que les hommes et les femmes politiques aillent parler là où le public est. C'est-à-dire que si on veut parler à un jeune de 20-25 ans, il ne faut pas venir dans ces politiques. Il ne faut pas venir sur France 2. Il faut aller là où ils sont. Il faut aller soit sur les médias sociaux. Moi, je travaille aussi pour Brut. Petite pub au passage. Mais c'est là qu'il faut aller, c'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Et il faut aller évidemment sur Twitch pour parler à ces jeunes qui sinon peut-être ne verraient pas d'hommes et de femmes politiques. Peut-être qu'ils ne connaissaient même pas Jean Castex. Je trouve qu'il ne faut pas avoir de fausses pudeurs et dire non, la politique c'est noble, c'est uniquement là. Non, la politique ça doit être partout. Et ceux qui jouent, les gamers, c'est aussi des citoyens, c'est des gens qui vont voter dans un an, donc c'est normal qu'ils aillent leur parler là où ils sont. Alors, autrefois, ces entretiens se déroulaient dans un cadre plus formel, un ministère ou sur un plateau de télévision très travaillé, très encadré. Vous y avez vous-même d'ailleurs participé. On parle de TikTok, Twitch. Est-ce que ça ne désacralise pas un peu quand même la parole d'un homme politique ou même du président de la République ? Non, je ne crois pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on y raconte. Mais je trouve ça, encore une fois, la parole, elle est sacrée si ce que disent les hommes et les femmes politiques est intéressant, s'ils tiennent leurs promesses. Un homme ou une femme politique qui tient toutes ses promesses, sa parole elle restera sacrée en permanence. Qu'il aille sur Twitch ou au JT de 20h. Et on en a peut-être déjà parlé ici, mais par exemple, moi, je pense que quand un homme ou une femme politique va chez Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, je pense que maintenant c'est peut-être Balance ton poste. Je trouve ça très bien. Parce que je déteste moi les séparations entre élitisme et culture populaire. Justement, l'ambition que j'ai à la télé, c'est de brasser tout ça. C'est une sorte de bouillon de culture. Quand on fait Michel Bussy, je trouve ça formidable, on en parlait tout à l'heure. Et si on fait demain un auteur extrêmement pointu, ça sera formidable aussi. Je déteste opposer les deux, pour le coup. Le 28 mars prochain, le dimanche, à 22h40, vous pencherez dans un autre exercice, cette fois, sur la révolution algérienne à l'occasion d'un nouveau numéro de la collection. C'était écrit. Qu'est-ce qui vous a
poussé à proposer ce documentaire? C'est à chaque fois une réflexion avec la chaîne et la production. Ce documentaire, il aurait dû être diffusé il y a quelques mois déjà, mais la crise sanitaire l'a décalé. Il était prêt il y a 1 an, ce documentaire sur la chute de Bouteflika. C'était écrit, c'est une collection que moi j'aime beaucoup, pour le coup. En 2019, on le rappelle. Ouais, que j'aime beaucoup, où on prend un événement et on essaie de raconter en quoi il était écrit. Donc ça nous permet de faire des flashbacks dans le passé et de raconter cette histoire. Et pour moi, la révolution algérienne, elle a été, c'est un moment extrêmement important. Moi, je ne suis pas d'origine algérienne, je suis français d'origine marocaine. Mais ce que j'ai adoré, moi, dans cette révolution, c'est qu'on voyait une révolution politique, pour le coup, sociale, dans la rue, qui n'était pas une révolution religieuse. Et on était dans un pays arabe et la religion n'était pas présente dans les manifestations. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ça a percuté plein de choses en moi. Je pense que j'ai même, c'est une des dernières fois où j'ai peut-être même laissé couler une larme. Le début du mouvement algérien, parce que j'ai trouvé ça excessivement beau et donc on avait envie d'y revenir avec Benoît Chaumont qui a réalisé ce film. Et donc c'est un très très beau film dont on est très très fiers. Vraiment. Et donc c'est le dimanche 28 mars prochain à 22h40. Une dernière question, Damien. Allez, on va prendre une question de Nicolas qui aimerait vous faire réagir sur les audiences d'Éric Zemmour sur CNews. C'est vrai que ça cartonne face à l'info, c'est avec Christine Kelly. Est-ce que ça vous surprend, ces scores qui sont enregistrés par CNews? Non, ça ne me surprend pas. CNews a fait un choix très clair et un choix éditorial très clair qui est incarné par Éric Zemmour et d'une autre manière par Pascal Praud. Et non, ça ne me surprend pas. La France, elle est multiple et le courant de pensée d'Éric Zemmour, parce que c'est un homme politique, Éric Zemmour. Oui. Donc il appartient à un courant de pensée. Ce courant de pensée, il est très fort politiquement aujourd'hui, donc ça ne m'étonne absolument pas. Mais on voit bien que la France, elle est multiple, parce que Éric Zemmour peut cartonner sur CNews. Et modestement, quand on fait ses politiques, ça marche très bien sur France 5 et on n'est pas exactement dans la même couleur. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, la France, elle est multiple et CNews est une chaîne privée. Vincent Bolloré fait ce qu'il veut avec sa chaîne. Voilà. C'est dit. On conclut, Karim, cet entretien du Buzz Télé avec notre rubrique sucré-salé. Le principe est simple, on vous soumet 2 propositions. Et bien, il faut évidemment parfois dans la douche d'en choisir qu'une seule. Laura Adler ou Camille Dio, 2 journalistes aussi ce soir. C'est mort. Voilà. Laure Diao. Ouais. Camille Adler. D'accord. C'est malin, ils sont entre deux. Fusion-absorption entre 2 êtres. Jean Birnbaum ou Thomas Negaroff. Voilà, même. Thomas Birnbaum, Jean Snegarov. Non, je les aime tous. Et pour le coup, c'est même pas du pipeau. Je les aime tous. Ils sont tous ils sont chacun, ils sont tous différents. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Et moi, j'ai besoin de tous ces gens-là. Bon, un autre déchirement, c'est politique ou c'est ce soir, la nouvelle émission. Elle est horrible cette séquence. C'est le but. Et là, je peux même pas faire de blague. Parce que C, avec le C reste là. Non, je peux pas. Je peux pas, les gars. C'est trop cruel. On va dire c'est trop cruel. C'est une torture. C'est une torture. Et plus légèrement, pour terminer cet entretien, le SC ou Angers, vous avez fréquenté le centre de formation ou le PSG? Le SCO. Angers. SCO. Direct. Angers. Ouais. Angers. Paris a gagné hier et je crois qu'Angers doit jouer là en Coupe de France. Toujours en Coupe de France. Ah, bien sûr. Très bien. On va la gagner cette année. Toujours fan de foot. Je suis toujours fan de foot. Je passe ma vie sur l'équipe.fr pour ne pas les nommer. Et ça a failli votre métier, votre carrière. J'aurais adoré. Je pense que malheureusement, j'avais pas le talent pour le faire. Mais non, je suis toujours fan de foot. J'adore ça. Allez, le SCO. Allez. Merci Karim Osselé, passez encore un instant avec nous. Donc, je rappelle, on vous retrouve donc c'est ce soir, tous les jours sur France 5 en deuxième partie de soirée. Ouais, voilà. 22h30, 22h40. 30, 40, 50. Et également le dimanche. Branchez-vous dès 22h30. Le dimanche pour C'est politique. Et demain également, nous avons une invitée, mais je crois que cette fois, c'est une femme. Oui, on va passer du monde du journalisme au monde de la comédie cette fois-ci, puisque nous allons recevoir une actrice qui officie dans Ici tout commence, vous savez, ce feuilleton sur TF1. Il s'agit de la grande Catherine Marchal. Voilà. Catherine Marchal, l'actrice. Ouais, exactement. Merci Karim. Merci Karim. Et bonne émission ce soir. Merci beaucoup, avec Axel Kahn.